Et pendant ce temps-là, les Républicains choisissent leur candidat et leur candidate. Le vote a démarré ce matin à 8h. Un taux de participation, on disait 52,8%. Alors, on ne peut pas mesurer ça à l'échelle de, c'est quoi, 648 000 électeurs. C'est un bon que la moitié, score. Un peu plus de la moitié. Donc c'est plutôt bien ou pas? Honnêtement, c'est plutôt pas. Enfin, première chose, on sait que tous les gens aujourd'hui qui sont à jour de cotisation LR pour voter, il faut vraiment le vouloir. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas adhérent LR par hasard. En ce moment, c'était quand même une période où les LR n'avaient pas vraiment le vent en poupe. Donc moi, je pense que la participation in fine sera bonne. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter aujourd'hui parce qu'ils travaillaient, ils rentrent chez eux le soir et ils voteront. Et c'est ouvert jusqu'à demain 14h. Et je pense que la participation sera assez bonne. On saura très vite à 14h la tendance. Hein. C'est même pas une tendance, en fait. On aura. Oui, c'est quelque chose de très déstabilisant pour les candidats. C'est assez intéressant. Habituellement, un candidat, quand il se présente à une élection, il a des bureaux de vote test, on lui fait des remontées. Il y a des militants qui vont chercher des bulletins de vote dans les poubelles pour voir si on a quels sont les bulletins qui ressortent le plus dans la poubelle. On regarde les paquets qui montent et qui descendent sur les bureaux des assesseurs. Et là, pour le coup, il n'y a aucun indicateur. Donc c'est le flou total pour tous les candidats, donc extrêmement déstabilisant. Et il n'y a même pas des indicateurs qui permettent aux candidats d'imaginer un score. En fait, comment ça va se passer? Il va y avoir des huissiers et puis tout d'un coup, il y a qui viennent avec deux clés électroniques chiffrées, sécurisées, et tout d'un coup, il y a un chiffre qui apparaît avec le résultat. Donc c'est extrêmement brutal en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour ces politiques qui sont habitués à un processus beaucoup plus lent. Et il n'y aura pas de campagne entre les deux tours vu qu'ils sont distants de absolument. quelques heures à peine. C'était volontaire, c'était une stratégie. Mais est-ce qu'il y aura forcément, est-ce qu'il y aura forcément un second tour? Parce que s'il y a un écart... Vous êtes audacieuse, vous êtes joueuse, parieuse. Oui, mais s'il y a un écart extrêmement important avec un premier qui est vraiment très haut et un second qui est un peu très, très distancié, est-ce qu'il n'y a pas l'envie d'avoir du panache et de dire, eh bien finalement, je me retire au profit de celui qui arrive? La règle est non, dictée il y aura forcément un second tour? Je ne sais pas. Non, mais c'est pas une question. Ce serait très vertueux et très louable. Enfin, je vois que vous avez des belles idées, mais compte tenu, si vous voulez, de l'engagement que ça représente pour les candidats, ils ont tout donné. Je pense notamment à deux d'entre eux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Il faut pas oublier quand même, ils sont en campagne depuis 3 ans. Ils ont enchaîné campagne régionale qui était pour les deux assez compliqué, ils ont fini par gagner. Ensuite, ils enchaînent sur une primaire. Enfin, avant, ils étaient tous les deux candidats, chacun dans leur camp. Puis une primaire. Puis ensuite, va démarrer la campagne présidentielle. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est que avant, on voyait tous des candidats qui arrivaient fatigués, même quand le soir de leur élection. Mais là, ils vont arriver, mais complètement sur les rotules. Non, mais c'est un paramètre à prendre en compte. C'est quelque chose d'assez nouveau. Vianney Bogram, c'est intéressant ce flou total. On ne sait pas du tout le nom, les deux noms qui sortiront du chapeau demain. Hein. Mais ce que l'on sait, c'est aussi le nombre d'adhérents par fédération. Voilà. Aujourd'hui, je crois, pour avoir lu, je crois, la plus grosse fédération, c'est la Fédération d'Île-de-France. Voilà. Je crois que la deuxième, ça va être PACA. Et donc peut-être qu'une surprise, j'ai pas dit qui gagnerait, c'est le score d'Éric Ciotti, voilà, qui a plutôt fait une belle campagne sur ces sujets. Il n'avait rien à perdre parce qu'il n'était pas dans les... Il n'est pas en tête, etc. Donc, ça va être sans doute celui qui sera peut-être le faiseur de roi au sein des Républicains. Donc, la seule chose qu'on peut voir, c'est effectivement où sont les adhérents. Voilà. Et est-ce que les adhérents vont suivre les consignes de vote? Il y a eu la tribune, en réalité, d'élus qui ont appelé à voter pour Valérie Pécresse. Donc, est-ce que ça va être déterminant sur le scrutin que plusieurs centaines d'élus, voilà. Mais je crois qu'on ne sait pas. Voilà. C'est ça qui est assez frustrant. Voilà. C'est la première fois qu'on est à ce point-là sans capteur, en fait. Aucun capteur. Rien, et les candidats. Non, mais souvent, d'ailleurs, les gens qu'on voit dans la rue nous disent « Mais alors, toi, tu dois savoir. » Mais en fait, non, on ne sait réellement pas. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, on ne sait réellement pas. C'est la surprise totale. Ce qu'on sait peut-être, c'est la dynamique qui sera enclenchée à partir du moment où le candidat ou la candidate sera désigné. Là, il y a de quoi quand même faire bouger un peu les lignes et peut-être faire progresser le niveau des Républicains dans les sondages. Tout dépend qui sort du chapeau, en fait. Hein. Si c'est la ligne plus droitière d'Éric Ciotti, je pense que ça peut être une mauvaise nouvelle pour Éric Zemmour. Ils sont quand même très proches. Et puis, si le candidat LR continue de progresser, alors aujourd'hui, il se situe entre 10 et 14-15%. Si le candidat LR monte assez haut, bien Éric Zemmour, pour le coup, n'aura plus de problème avec Marine Le Pen, mais va en avoir avec les Républicains. Et la tenaille, en fait, change de camp. Jusqu'à aujourd'hui, la tenaille qui était exercée sur les Républicains, c'était entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour.
si c'est Éric Ciotti, ça peut être pas forcément une bonne nouvelle. Et puis si c'est Xavier Bertrand, Michel Barnier ou Valérie Pécresse, eh bien là pour le coup le match va plutôt se jouer de l'autre côté avec plutôt Emmanuel Macron, mais qui honnêtement, quand on va à l'Élysée, quand on discute avec son entourage, pour l'instant est plutôt serein, quel que soit le candidat désigné, parce qu'il se dit voilà, si c'est Éric Ciotti, c'est une ligne qui est quand même très franche, très en rupture par rapport à sa propre politique, et si c'est Xavier Bertrand, Michel Barnier ou Valérie Pécresse, eh bien, en fait, il se dit que c'est plus facile pour lui, même si Valérie Pécresse est une femme. Mais voilà, il se dit qu'il est rodé, qu'il a plutôt de l'expérience, il a géré des crises. Jeannette Bograd, il n'y a pas de différence avec les autres primaires, c'est que les uns et les autres, en réalité, ont été très respectueux. En réalité, ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas eu comme ça a été pour la primaire de 2017, de mots ou d'actes qui ont fait qu'il y a eu des ruptures qui étaient définitives et irréversibles. On a le sentiment, en réalité, à l'issue de cette primaire, que ça va être une équipe. Et je pense que ce sera sans doute la force, en réalité, des Républicains. C'est qu'en fait, ça rassurera qu'il y a Éric Ciotti, ça va rassurer il y a plutôt que Valérie ou Xavier, c'est plutôt des centres droits, ou Michel Barnier avec une stature internationale. En fait, c'est ce qui fera sans doute sa force, parce qu'il va rassembler, en réalité, une espèce de... Ils vont rassembler. Et je pense que ce qui fait la différence, parce que ça va être sans doute une personnification un peu moins importante et une présidentialisation moins importante. Et je pense que la réponse, par exemple, la non-réponse d'Éric Zemmour, qui sera votre Premier ministre, c'est pas le moment, et ben je pense que ce qui va sortir en réalité de ces urnes-là, ce sera sans doute un binôme, en fait, un binôme avec le président et le futur Premier ministre, et ce qui va sans doute un peu changer la donne. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera peut-être de Covid, tiens, pour se changer les idées. Olivier Véran qui s'oppose à l'obligation vaccinale que l'Union européenne semble un tout petit peu favoriser ces derniers jours. À tout de suite dans Punchline.